toute l'équipe du Réseau québécois sur l'énergie intelligente vous remercie de votre présence à ce deuxième séminaire, séminaire qui fait partie d'un cycle de 4 séminaires sur l'énergie intelligente qui vise à créer des espaces d'échange entre chercheurs et citoyens sur les technologies de la transition énergétique. Donc, on a parlé d'intelligence artificielle avec Clayton Peterson lundi. Et aujourd'hui encore, on va en parler avec 2 membres de Technosciences Mauricie Centre du Québec. Donc, un organisme qui vise à promouvoir les sciences auprès des jeunes, notamment pour stimuler les carrières en sciences et techno. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser la parole à vous deux. C'est vous qui allez nous présenter votre organisme et votre projet de maquette de maison intelligente ce soir avec nous. Voilà, je vous remercie et puis bon séminaire. Après votre présentation, on passera à une séance de questions-réponses avec le public. Voilà, donc n'hésitez pas à noter vos questions dans le chat et on y répondra après Valérie et Isabelle y répondront après le séminaire. Bonne écoute à tous. Merci beaucoup. Merci, Julia. Merci à tous pour votre présence. Bienvenue à la présentation de notre projet projet égale maison IA, pardon. Je vais tout de suite débuter mon partage d'écran. Donc, parce qu'on va appuyer la présentation d'un visuel. Vous pourrez me confirmer, je fais le mode présentation, vous me confirmez que ça fonctionne bien. Je vais recommencer du début, ça va aller mieux. Et voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? Parfait, merci beaucoup. Donc, voilà, c'est un privilège pour nous de pouvoir vous présenter le projet dans le cadre des séminaires enjeux de société sur l'énergie intelligente. Donc, avant qu'on débute, je vais juste prendre un moment pour me présenter. Donc, je suis Valérie Saint-Denis, directrice adjointe et responsable du développement à Technosciences Mauricie, Centre du Québec. Et je vous présente ma collègue. Enchantée, mon nom c'est Isabelle, je suis éducatrice scientifique au développement. Donc, c'est moi qui va animer en classe et qui fait les projets de développement futurs à venir. Merci Isabelle. Donc, rapidement, un petit survol de ce qu'on vous réserve pour les prochaines minutes. Donc, rapidement, la présentation de l'organisme et du projet comme tel. Ensuite, on va vous parler de la programmation, de la domotique et de l'intelligence artificielle, de la façon dont nous, on l'aborde en classe avec les élèves. Et finalement, on va vous présenter la maison en action parce que, en bref, le projet, ça a été la conception de maquettes de maisons intelligentes. Donc, on va vous montrer de quoi elles ont l'air, ces fameuses maquettes-là, puis vous montrer comment les enfants, comment les élèves les programment et comment les maisons réagissent finalement aux différentes actions que les élèves viennent leur porter. Donc, voici un peu ce qu'on vous réserve pour la présentation. Donc, rapidement, Technosciences, on est qui? On fait quoi? Technosciences, Julia l'a dit, c'est un organisme non lucratif qui a pour mission la promotion des carrières en sciences et technologies et qui soutient l'enseignement des sciences au primaire et au secondaire. Donc, on le fait principalement sous 3 volets. Donc, d'une première façon, avec des compétitions scientifiques, des défis technologiques. On le fait via des animations en classe, autant au primaire qu'au secondaire. Et on le fait également par le développement d'outils pédagogiques, surtout dans le cadre de nos projets de développement. Donc, c'est en gros les 3 grandes sphères qui nous permettent de réaliser notre mission. On le fait sur un grand territoire, donc non seulement c'est la Mauricie et le centre du Québec, mais au total, on couvre le territoire de 7 centres de services scolaires, donc les 5 CSS de la Mauricie et du centre du Québec, mais également la commission scolaire, le centre de services scolaires des Samars dans la Naudière et le centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe. Donc, ça nous fait quand même un grand territoire à couvrir. Technosciences, c'est un réseau, donc des organismes Technosciences, il y en a dans toutes les régions administratives du Québec et il y a le réseau Technosciences qui est un peu notre siège social, si on peut dire, qui, lui, se trouve à Montréal. Donc, voilà pour notre territoire à nous. Les programmes qu'on coordonne, bien, vous les voyez derrière Isabelle et moi. Pour certains, vous reconnaîtrez certainement, merci Isa, le Club des débrouillards, donc les débrouillards animation scientifique qui fêtent leur 50e anniversaire cette année. Donc, c'est le bon vieux Club des débrouillards qui se poursuit avec les magazines, avec l'émission qui a déjà eu lieu
Et nous, on s'occupe de tout le volet animation, donc autant en classe que, par exemple, dans des activités comme des camps d'été. Vous voyez les expos sciences, les défis technologiques, le programme Génie-Truc, qui est un programme propre à notre région, qui est un programme qui a été fondé par l'École d'ingénierie de l'UQTR, qui nous ont cédé finalement la gestion de ce programme-là, qui s'adresse principalement aux jeunes de 10 à 15 ans et qui mise beaucoup sur le développement des compétences numériques. Mais c'est un programme encore en pleine expansion qui va super bien, qui prend de plus en plus de place. Et évidemment, bien, il y a tout notre volet développement. Comme on est sous le... Comment je pourrais vous dire ça? Sous financé, en partie financé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Nos principaux appels à projets, on les fait au programme Novasciences de ce ministère-là. Donc, ça représente une grande partie de notre volet développement. Dans les dernières années, on en a réalisé plusieurs. La plupart s'adressaient au milieu scolaire, mais on en a fait également, on a développé des projets spécifiquement pour les bibliothèques. La plupart étaient encore là axés sur le développement des compétences numériques, mais on a touché d'autres domaines également. En même temps qu'on a fait la maison intelligente, on en a fait un avec les Lego Spike qui est encore en cours, qui se termine d'ici quelques mois, d'ici la fin de l'année scolaire. Puis on est vraiment fiers parce qu'on a déjà également 2 projets confirmés pour 2022-2023. Donc, vraiment, c'est très effervescent à ce niveau-là. Notre équipe est très créative et très productive. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qui fait qu'on se démarque aussi par rapport aux autres technosciences. Si on en revient à notre sujet de ce soir, donc le projet Égale Maison IA, comme je vous le disais, lui aussi a été réalisé dans le cadre d'un appel à projet du programme Novasciences du MEI. Dans cette activité-là, la mise en situation, c'est que les élèves deviennent propriétaires d'une maison intelligente. À l'aide du langage de programmation Python, ils doivent, dans un premier temps, la programmer pour qu'elle réponde à des besoins de sécurité et de domotique, dans l'optique de diminuer la consommation énergétique des occupants de la maison. Et dans un deuxième temps, les élèves sont initiés au concept d'apprentissage machine, donc pour introduire les notions d'intelligence artificielle et de ce qui pourrait, si on poussait plus loin le concept de ce que pourrait être la maison intelligente. L'activité est prévue sur 2 périodes. Donc, pour les élèves, elle s'adresse à des élèves du premier cycle du secondaire, donc secondaire 1, secondaire 2. Elle a été validée dans 14 groupes, donc auprès de plus de 300 élèves. Les partenaires du projet, rapidement, évidemment, le MEI, l'École d'ingénierie de l'UQTR, la cellule d'expertise en robotique et intelligence artificielle du Cégep de Trois-Rivières et les écoles secondaires qui nous ont accueillis, donc les groupes tests du projet, l'École secondaire Chavigny, l'École secondaire Jean-Nicolet et le Collège de l'Horizon. Je ne vous ai pas parlé de notre équipe, mais Technosciences, c'est une toute petite équipe. Hein? On est 8 personnes, 8 employés permanents, une équipe de passionnés, de personnes très engagées qui ont vraiment à cœur la promotion des sciences et des technologies auprès des jeunes. Et dans le cadre de ce projet-là, on a fait appel à une ressource externe. Donc, quelqu'un qui est venu travailler, une ressource spécialisée, quelqu'un qui est venu travailler expressément avec nous sur le projet des maisons intelligentes parce qu'on n'avait pas à ce moment-là l'expertise à l'interne pour pousser aussi loin là, au niveau de la programmation et de l'intelligence artificielle. Et cette personne-là est parmi nous ce soir. Donc, salut Pierre, j'en profite pour te dire un petit coucou, te remercier du projet, puis on se reparle après certainement. Je ne veux pas passer ici tout ce qui est noté à l'écran, mais je veux juste vous en profiter pour vous le mentionner parce qu'à toutes les fois qu'on développe un projet, c'est important pour nous de le situer dans le cursus scolaire puis de faire des liens avec le programme de formation de l'École québécoise. On le fait même avant de finaliser le portrait de notre projet parce qu'on veut être sûr de se coller à ce qui se fait vraiment à l'école, à c'est quoi les besoins au niveau de la formation, puis s'assurer que notre projet va venir répondre, va s'adresser à la bonne clientèle, puis va venir répondre à des besoins de formation. Donc, va vraiment être là pour supporter l'enseignement. Parce que oui, nos activités sont le fun, sont agréables à être animées, les élèves aiment y participer, mais on veut s'assurer qu'il y ait
un contenu formateur, puis qu'il y ait quelque chose qui reste de tout ça, puis que ça soit facile pour les enseignants de les intégrer dans leur enseignement finalement. Donc, à chaque fois, on s'assure d'aller toucher des compétences disciplinaires, des compétences transversales, d'aller cibler dans la progression des apprentissages quels éléments on va venir toucher dans le projet. Et puis, finalement, s'il y a des compétences numériques, on va s'assurer d'aller cibler quelles sont les dimensions de la compétence numérique qui sont touchées. Donc, on le développe vraiment comme une situation d'enseignement-apprentissage, puis on prend la peine d'aller cibler tous ces éléments-là pour bien se cadrer, puis être certain de venir répondre à un besoin. Avant de laisser Isabelle poursuivre, je voulais juste dire un mot sur les fameuses maquettes parce que ça a été un gros morceau du projet. Ça a représenté énormément d'heures de conception, d'assemblage. Donc, au départ, cette maquette-là, c'était un schéma, c'était un dessin. Après ça, c'est devenu un prototype qu'on a fait en coroplace. Donc, vous le voyez plus en haut à gauche. Par la suite, ça a pris forme. On a fait faire un dessin 3D. On a fait faire la découpe dans le matériel qu'on a utilisé. C'est du fond de PVC. C'est le matériel qu'on a, suite à une recommandation de l'École d'ingénierie, qui était pour nous le plus approprié. C'était léger parce qu'on doit déplacer ces maisons-là d'école en école, les ramener au bureau. Donc, il faut que ça soit pratique, il faut que ça soit léger, résistant, facile à transporter. Vous voyez, quand on les a reçus après la découpe, c'est la photo en haut à gauche. Donc, c'était que des petits morceaux qu'il a fallu coller, assembler, percer, visser. Après ça, installer tous les capteurs, les moteurs, souder les fils, faire les connexions. Donc, vraiment, ça a représenté beaucoup de travail, mais un résultat final quand même impressionnant. En tout cas, très satisfaisant. On va vous le montrer. On a fait un survol vidéo de la maquette. Puis, on va vous présenter le vidéo. Je vais en profiter pour introduire Isabelle qui va pouvoir vous en parler plus en détail et puis poursuivre avec la présentation. Bonjour tout le monde. On va démarrer le vidéo. En fait, on fait un survol de tous les équipements qui sont à l'intérieur de cette maison intelligente-là. Donc, si on part par la façade, on a un servomoteur là, qui est installé pour faire fonctionner la porte, capteur tactile, capteur d'humidité, température. Il y a même un buzzer qui est installé sur le mur, capteur d'intensité lumineuse. Donc, différents capteurs là, avec lesquels les jeunes vont interagir là, lors de leur programmation. On retrouve différents moteurs, ventilateurs, justement pour faire fonctionner les portes. Donc, sur le dessus aussi, on voit là en ce moment là, capteur qui va prendre un peu la pluie, si on veut mimiquer la pluie. Il y a un écran LCD aussi qui permet là, l'affichage de texte, qui nous permet aussi un peu de contrôler là, cette maison-là. Il y a des fenêtres aussi qui sont autant sur l'arrière que sur le côté. Et si je laisse Valérie continuer la vidéo, on va voir aussi là, qu'à l'intérieur, on a tout rassemblé, les filages, justement pour pas éviter les bris, entre autres. Donc, sur le côté. Et on voit l'ouverture là, donc à l'intérieur de la maison où on retrouve les différentes composantes fils tout rassemblés à l'intérieur, donc pour éviter les bris, puis en même temps là que tout soit bien confiné là pour le transport à ce moment-là. Donc, on voulait quand même que les jeunes puissent avoir accès à ça, qu'ils puissent voir qu'est-ce que ça pouvait représenter, tout en étant protégés dans le faux plancher. Effectivement. Donc, on va passer à la prochaine diapositive. L'autre d'après, excellent. Donc, comment on a fonctionné dans la classe, en fait, pour programmer cette magnifique maison intelligente-là. On a utilisé Python et un Arduino. Donc, les concepts de programmation étaient amenés très rapidement là, en début de cours, justement là, pour que les jeunes puissent passer en action le plus rapidement possible. Donc, pour éviter là aussi là, l'impatience des jeunes parce qu'avec beaucoup de matériel comme ça, ils ont hâte de manipuler. Donc, vite, on passait sur les principes, c'est quoi un algorithme,
c'est quoi une commande, une boucle, une condition, une variable, pour justement qu'ils soient capables là, de programmer le plus rapidement possible. Comme je mentionnais plus tôt, l'équipement qui est utilisé justement là, pour faire fonctionner cette maison-là, c'est le Arduino, donc qui est un microcontrôleur. Valérie, oui, parfait. Donc, un microcontrôleur là, qui permettait là, de communiquer avec notre ordinateur là, où on utilisait là, le langage Python pour programmer. Donc, le Python, ce qui est avantageux, c'est que c'est un langage qui peut être utilisé sur plusieurs plateformes, dont Arduino. Arduino, on a choisi ce système-là justement parce que c'est accessible. C'est un microcontrôleur qu'on dit open source, donc qui est accessible au public, qui peut être modifié, partagé, donc plus facile d'accès en termes de programmation à ce moment-là pour les jeunes. Donc, on embarquait sur la programmation avec certains défis pour activer l'ensemble des composantes là, qui comprenaient à l'intérieur de la maison. Puis pour s'assurer que les jeunes ne sont pas, si on peut utiliser le terme garrochés dans la programmation Python, qui est quand même un langage qui peut être parfois peu pardonneur, là, puisque faute de frappe, c'est facile d'en faire des oublis de virgule et ainsi de suite. Ben, on a conçu en fait un document qui rassemblait l'ensemble des commandes qui allaient être utilisées, donc la librairie qui allait être utilisée là, à ce moment-là par les jeunes. Donc, on amenait les jeunes, oui, à programmer, mais à aussi utiliser une technique de recherche là, de quelle commande je vais utiliser pour tel capteur, quelle commande. Donc, on amenait les jeunes vraiment à chercher l'ensemble des commandes qui allaient être utilisées pour pouvoir programmer là, les actions à faire. Donc, souvent, les premiers défis étaient faits en pas à pas avec eux. Donc, je dois utiliser une boucle pour justement répéter une action. Je dois utiliser une variable. Donc, comment je vais utiliser ces variables-là? Comment je vais utiliser la boucle? Bon, on les amenait à chercher dans ce document-là pour les permettre justement là, de réaliser chacun des défis et de pouvoir mettre en action cette maison-là. Donc, si je vous présente la prochaine diapositive, donc comment on a utilisé le langage Python, on a utilisé le logiciel PyCharm-Edu, donc qui est très facilitateur au niveau de l'utilisation de ce langage-là. Je vais vous partager mon écran. Valérie, est-ce que tu pourrais... J'arrête. Je vais vous partager mon écran. Je vais vous présenter en fait le logiciel qui a été utilisé là, pour les jeunes. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Parfait. Donc, non, on l'a perdu. On perdu? On voit ton bureau, ton écran vert. OK. OK, parfait. Donc, ce qui est avantageux avec le logiciel là, de PyCharm-Edu, donc qui est fait pour l'éducation, c'était très avantageux pour nous autres. Entre autres, par contre, si je voulais rajouter une parenthèse, bien, la deuxième s'ajoutait automatiquement. Donc, on évitait souvent les fautes de frappe là, par les jeunes, les oublis qui pouvaient amener des problématiques. L'autre chose, c'est, par exemple, ça nous affichait pour les jeunes un indicateur si on fait une erreur, par exemple. Donc, si je fais ici... Donc, vous voyez, sur le côté, il y a un indicateur là, qui a une erreur qui était présente dans mon code, dans mon langage. Donc, les jeunes pouvaient repérer facilement où était leur erreur. Et en bas complètement aussi, la console, quand je démarrais mon programme, m'indiquait aussi quand j'avais une présence d'erreur, à quelle ligne était présente cette erreur, quel type d'erreur était présent aussi. Donc, c'est très avantageux là, pour la résolution de problèmes là, quand on regardait avec les jeunes. Ah, ben là, mon programme ne fonctionne pas. Est-ce que tu peux venir m'aider? Ben là, première chose, est-ce que tu t'es relu? As-tu vérifié qu'il n'y avait pas d'erreur? Donc, c'était très avantageux pour nous autres là, pour faciliter là, l'enseignement là, à ce moment-là du langage Python et la réalisation là, de ces défis-là. Donc, je vais enlever mon partage. Comme ça ici.
Donc, Valérie, tu vas pouvoir... Tu peux te mettre dessus. Parfait. Donc, pour justement là, réduire le nombre d'erreurs, puisqu'ils étaient en équipe aussi, on favorisait aussi le travail d'équipe en divisant le groupe qui était associé à cette maison-là en différentes tâches. Donc, on avait le codeur, le testeur, le vérificateur, un peu le relecteur. Donc, pour s'assurer là, que les défis se réalisent rapidement, puis de façon à ce que tout le monde participe. Ces rôles-là étaient interchangés entre chaque défi aussi pour faciliter là, à ce que tout le monde puisse manipuler la maison, programmer et ainsi de suite. Donc, je sais pas si je l'ai dit, mais des maquettes, il y en a 10. Donc, c'est sûr que quand on arrive en classe, les élèves sont placés en équipe, mais sont 3, maximum 4 par équipe. Donc, tout le monde est appelé à interagir avec la maison, avec la maquette. Donc, c'est pour ça que, pour s'assurer que dans une équipe, tous les élèves ont un rôle à jouer, soient impliqués dans la démarche, on leur attribue à chacun un rôle, puis on interchange les rôles en cours de route pour que tout le monde ait l'occasion de toucher à différentes facettes, puis aborder différentes responsabilités aussi, comme on le ferait en milieu de travail. Donc, ça les sensibilise aussi au travail d'équipe et à l'importance du rôle de chacun. Donc, suite à la programmation de ces défis-là, on venait à réaliser environ 4 défis là, dans la première période là, qu'on avait avec eux. Donc, la deuxième période qu'on passait avec eux, c'était vraiment plus de manière autonome. Donc, les prochains défis, puisqu'on avait vu les concepts de programmation avec les premiers défis en pas à pas, c'était plus facile pour eux de réaliser les prochains défis par eux-mêmes. Donc, quand que la période arrivait à sa fin, on en profitait justement pour parler davantage là, des concepts là, qui étaient en lien avec la maison intelligente, donc l'intelligence artificielle, et ainsi que c'est quoi la domotique, comment on peut intervenir avec la programmation là, au niveau là, de l'économie d'énergie. Donc, souvent, la définition qu'on leur donnait, là, c'est celle qu'on vous présente présentement. Là, donc, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui pourrait être défini comme étant un ensemble de systèmes, de programmes informatiques complexes aptes à résoudre des problèmes ou accomplir une tâche, donc qui est normalement réservée aux humains. Donc là, dans le cas de la maison intelligente, on parlait souvent de tâches là, comme la climatisation, le chauffage, donc d'allumer ces systèmes-là, gérer ces systèmes-là. Normalement, on va les gérer nous-mêmes. Donc, j'ouvre la porte, je ferme la porte. Les stores, les rideaux, je vais m'assurer là, que quand il fait trop chaud, je vais les fermer. Quand il fait trop froid, je vais ouvrir pour permettre à la lumière de réchauffer le milieu. Donc, là, on intégrait ça comme une tâche qu'on faisait programmable. Puis l'intelligence artificielle, comment on l'apportait? C'est quand on a toutes ces informations qui sont recueillies par notre maison, par la programmation, là, on peut permettre à notre maison de prédire un peu les actions à faire et l'amener à penser par elle-même. Donc, c'est comme ça qu'on l'apportait généralement. Ensuite de ça, au niveau de la domotique, on leur expliquait c'était quoi. Donc, c'est l'ensemble des techniques de gestion automatisées, donc appliquées à l'habitation. Donc, c'est vraiment plus au niveau de la domotique que les jeunes vraiment étaient amenés à travailler plus qu'à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle était amenée à la fin pour mieux leur faire comprendre jusqu'où ça peut aller l'utilisation de la domotique. Donc, à ce moment-là, c'était le même que c'était apporté. Donc, l'un des défis, là, le dernier défi qui était général, en fait, au niveau de la programmation, impliquait justement le calcul là, de l'électricité, le besoin, le potentiel d'énergie qui était nécessaire pour faire fonctionner les différents systèmes présents dans la maison intelligente. Donc, là, on amenait l'idée là, de la consommation d'énergie. Donc, c'était un des graphiques qu'on présentait là, lors de la réalisation de cette activité-là. Donc, on voit là qu'est-ce qui utilise vraiment plus d'énergie au niveau de la maison. Donc, on parlait de chauffage, climatisation, un petit peu moins. Donc, chauffage de l'eau. Donc, il y a plusieurs éléments là qui
utilise une grande portion de notre énergie qu'on va utiliser. C'est vraiment sur ces énergies-là qu'on peut venir travailler avec l'automatisation et l'intelligence artificielle là, pour justement optimiser là, notre consommation puis réduire cette consommation-là. Donc, si je passe à la prochaine diapo. Donc, l'apprentissage machine, c'est dans cette idée-là là, que je vous parlais tout à l'heure. Là, donc, les données qui sont recueillies, après ça, ben, ces données-là vont prédire un peu notre consommation, puis amener à faire des changements. Donc, comme les entrées qu'on pourrait avoir là, au niveau de l'apprentissage machine, au niveau de notre maison intelligente. Donc, on avait la température, les heures d'ensoleillement, c'est des données qu'on pourrait recueillir pour amener justement à ajuster notre chauffage, ajuster l'ouverture, la fermeture des rideaux, qui était une des possibilités là, dans la maison intelligente là, de pouvoir activer et fermer ces rideaux-là, là, par exemple. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer un peu la vidéo. C'est ça la prochaine diapositive? Non, on a l'usage. Je vais vous montrer la maison en action. Donc, comme je vous disais, là, il y avait les défis. Là, on voit quelques photos là, des jeunes présentement en action. Je vais vous présenter la maison intelligente. Donc, on a fait une petite vidéo là, avec l'ensemble. Avec l'ensemble de quelques-uns des défis là, qui étaient réalisés par les jeunes. Donc, sans plus tarder, je vais vous commenter en fait cette vidéo-là pour que vous puissiez voir. Donc, le premier défi qui était quand même assez simple, là, on faisait en sorte que quand on démarrait notre programme, là, on avait l'ouverture de la porte d'entrée. Il y avait un message qui était affiché là, sur l'écran LCD, là, comme quoi l'ouverture de la porte se faisait. Donc, ça, c'était notre premier défi. Si je ne me trompe pas, c'est le même défi là, présentement qui va être affiché. Donc, toujours une ouverture de la porte. Il y avait un bouton de sécurité, si on peut l'appeler comme ça. Donc, il y avait toujours une ligne de code qui était intégrée à chacun des défis qui nous permettait, là, en cas de problématique, là, d'appuyer sur le bouton rouge à l'avant de la maison là, pour éteindre le programme de l'arrêter automatiquement. Donc, ça ici, c'était un capteur magnétique qui était installé là, tout près de la lumière à l'intérieur du mur qui nous permettait là, d'ouvrir la porte de garage. Donc là, ce qu'on va voir, c'est le capteur d'humidité, de chaleur, de température, en fait, là, on amenait les jeunes justement à augmenter la température ambiante de la pièce en utilisant un séchoir justement pour ouvrir l'ouverture de la fenêtre, si je ne me trompe pas. Ça a été coupé. De ce côté-ci, à l'extérieur de la maison, on avait un capteur là, donc, qui nous permettait, là, lorsqu'il y avait contact d'eau, donc on fermait un circuit électrique. Donc, on faisait afficher la présence d'un baril pour récupérer à ce moment-là l'eau de pluie. Donc, il y avait du texte, donc ouverture du baril, fermeture du baril, là, qui nous permettait là, à ce moment-là d'utiliser cette eau-là pour la récupérer. De côté-ci, à l'intérieur de la maison, pour minimiser l'utilisation de l'énergie en lien avec l'électricité utilisée pour les lumières, l'éclairage. Donc, on avait des capteurs à ce moment-là pour ça. Même chose ici au niveau du capteur de lumière, donc ouverture des rideaux, fermeture des rideaux, en présence et en absence de lumière. Donc, préparez-vous vos oreilles. Donc, présence d'un intrus qui s'approche de la porte. Donc, utilisation de système d'alarme.
Donc, c'était quelques-unes des défis qui étaient présents là, à l'intérieur de cette activité-là. Là. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient des questions au sujet de la programmation, comment se déroulait l'activité en tant que telle? Je vais peut-être arrêter le partage d'écran pour que ce soit plus facile de voir à l'écran. Donc, ça fait un peu le portrait du projet tel qu'on l'a monté, conçu et présenté en classe aux élèves. Ce projet-là, il continue de vivre. Et maintenant, cette activité-là, elle est intégrée à notre offre de service, puis elle continue d'être offerte dans les écoles. Donc, on l'a offert déjà à quelques reprises cette année. Donc, c'est important de savoir que ce projet-là n'est pas tabletté, mais qui continue de vivre. On n'a pas tout fait ça pour rien. Je vois Audrey qui a levé la main, donc vas-y, Audrey. Ouais, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis j'ai une question par rapport aux élèves de secondaire 1 puis 2. Je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de programmer. En tout cas, des fois, ils ont fait un petit peu de robotique au primaire ou quelque chose du genre, mais vraiment plus simplement que par Python, entre autres. Mais comment ils réagissent? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils se lancent? Puis comment vous avez fait pour qu'ils embarquent de bon cœur, dans le fond? Là? Veux-tu y aller, Isa? Ou? Oui, en fait, je fais un peu d'animation aussi au primaire, justement, avec la robotique, tout ça. Donc, concept de boucle, généralement, ils maîtrisent bien. C'est plus au niveau variable, puis au niveau là, des conditions, des fois, qu'il y a encore un petit besoin là, à ce moment-là, des accompagner. Pour le langage Python, non, ils sont pas tellement effrayés, si je peux dire, là, par ça. Au contraire, là, ils sont excités justement de faire un peu comme dans les films, là, puis d'écrire des lignes de texte là, à ce moment-là. Donc, c'est pas tellement une problématique à ce niveau-là. Surtout que la banque de lignes de commande, en fait, est disponible là, pour eux, là, puis on fait la recherche avec eux là, les éléments qu'ils ont besoin d'inscrire. Là. Donc, c'est vraiment pas à ce niveau-là là, qu'il y a une réticence. Là. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'inégalités. Autant il y en a qui sont, pour qui c'est du chinois, autant il y en a qui sont très avancés puis qui en mangeraient. Donc, notre but à nous, c'est d'essayer de ramener ça justement pour que ce soit le plus égal possible. Mais comme Isabelle l'a dit, je pense que dès que les élèves voient l'équipement arriver, ben là, c'est comme l'excitation, puis ils sont contents. Puis le fait de le faire aussi sous forme de défi, pour nous, c'est important parce que justement, pour les élèves, pour qui c'est plus simple et qu'ils sont capables d'aller plus vite, ben après 2-3 défis, ils sont autonomes puis ils peuvent continuer puis aller plus loin. Puis il y en a que, pour certains, si ça prend un peu plus de temps, ben c'est pas grave. L'important, c'est d'en réussir, d'avoir du succès dans les premiers défis, puis de construire là-dessus, puis d'avancer tranquillement, pas vite. Fait que ça permet à chacun d'y aller à son rythme, mais de quand même faire des apprentissages. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Ben oui, j'ai la main levée. Si personne d'autre avait la main levée, je vais en profiter. Monsieur Vincent, allez-y. Oui, donc j'ai quelques petites questions. Premièrement, j'aurais aimé avoir une idée du temps de réalisation, là, de monter, construire la maquette. Là. J'imagine qu'il doit y avoir des plans, des patrons, on découpe, on fait du collage, jusqu'à la réalisation des défis. Ça représentait combien de temps? Peut-être que vous l'avez dit, ça se peut, mais je l'ai raté aussi. Donc, je l'ai peut-être oublié aussi, mais le projet, au total, il a été réalisé sur une année. OK, une année scolaire. Oui, puis, donc du début de l'année scolaire jusqu'au milieu de l'été, là. OK. Est-ce que le choix du Arduino, c'était le seul où il y avait d'autres possibilités? Je sais qu'il y a aussi du Raspberry Pi. Moi, je me suis monté une maison intelligente en Raspberry Pi. Je me demandais si il y avait eu un questionnement à ce niveau-là ou c'était vraiment le coup qui avait tranché. Dans le projet initial écrit papier, c'était le Raspberry Pi qui avait été envisagé. Mais par la suite, quand M. Pierre, notre ressource, est arrivé, pour lui, il a comparé les deux, puis pour lui, c'était plus facilitant d'utiliser le Arduino. Puis Arduino est utilisé aussi au secondaire. Il y a plusieurs écoles qui ont cette ressource-là. Donc, de pouvoir faire le parallèle puis de penser que certaines écoles l'ont déjà travaillé ou auront l'occasion de le retravailler par la suite, c'est un avantage aussi.
OK. Puis dernière question, il doit y avoir sûrement une liste de matériel là, qui est recommandé, que vous pouvez mettre en annexe sûrement, parce que nous sommes en train, avec École en réseau, de construire un projet de transport autonome en collaboration avec Grandir sans frontières. Puis on est en questionnement sur intégrer des éléments d'Internet des objets dans un parcours qui va être fait avec des microbits ou des spikes. Donc, on cherche à intégrer une portion d'Internet des objets, là, pour montrer quelle façon ça peut être transmis, enseigné dans un volet pédagogique à l'intérieur d'un parcours qu'on va faire un parcours avec les robots microbits. Fait qu'on n'a pas encore la réponse, mais je vais partager mon questionnement. Là, s'il y en a qui ont des idées, là, c'est sûr que je vais être preneur, mais c'est peut-être plus en parallèle à la rencontre présente. Bien, je serais curieuse de voir, d'entendre parler aussi de votre projet. On a un autre projet aussi avec les spikes, puis on utilise Microbit aussi, donc il y a certainement des parallèles à faire. Monsieur Macias? Oui, merci pour la présentation, c'était très intéressant. Et une question est-ce que vous envisagez d'ajouter, par exemple, des contrôles via Bluetooth ou Wi-Fi pour les projets, par exemple, parce que je connais qu'il y a une application qui s'appelle MIT App Inventor, que c'est pour, c'est comme des diagrammes de blocs pour faire la programmation d'applications d'Android. C'est plutôt pour les étudiants. Je ne sais pas si vous envisagez ajouter ça à la maison intelligente ou c'est plutôt justement des logiciels embarqués avec Python. Bien, en ce moment, ce qu'on trouvait important, c'était que la maison puisse se contrôler directement sans Wi-Fi. On sait que par expérience que les réseaux Wi-Fi dans les écoles, c'est pas toujours très fiable et même pas toujours disponible. Donc, pour le moment, c'est pas une avenue qui est envisagée, mais ça pourrait à long terme être une option intéressante pour pousser le projet encore plus loin. Mais pour le moment, je vous dirais que ça serait pratiquement pas réalisable parce que d'une école à l'autre, oui, bien sûr. L'équipement ne permet pas de pouvoir le faire. D'accord. Merci. Merci à vous. Questions, commentaires? Audrey? Comment vous avez décidé de travailler sur justement la maison intelligente? Tu sais, je sais que chez vous, des idées de projet, il y en a, mais pourquoi ce thème-là particulièrement? Pourquoi maintenant? Pourquoi, tu sais, comment vous en êtes venu à faire ce choix-là? Bien, il y a eu quelques appels à projets, 2 ou 3 avant celui où nous, on a déposé en intelligence artificielle. Puis à chaque fois, on se disait, qu'est-ce qu'on peut faire en intelligence artificielle? Par quel bout on peut prendre ça? C'est pas encore quelque chose qui est très présent dans le programme scolaire non plus. Donc, on ne peut pas dire on arrive avec ça, les profs, bien souvent, ne savent même pas de quoi on parle ou ne voient pas trop à quoi ça pourrait servir d'introduire ça en classe. Fait qu'il fallait trouver aussi une espèce de porte d'entrée. Puis c'est à force d'y penser, de réfléchir. Je me souviens plus du point de départ, mais Isabelle a été partie prenante de du développement de l'idée, du concept. Donc, c'est né comme ça. Puis la trame de fond, on voulait vraiment se coller à l'environnement, la consommation, parce que c'était un bon point d'attache par rapport au programme. Puis sinon, d'aller dans le volet programmation pour pouvoir encore là se rattacher à certains éléments. Mais Isaac, t'en souviens-tu comment c'est né l'idée de la maison? Ben, plus ou moins, mais justement, là, comme tu disais, là, souvent on va à certaines conférences aussi de notre côté, puis c'est vraiment l'intelligence artificielle qui ressortait souvent. Fait qu'on voulait trouver un projet justement là qui venait toucher à l'intelligence artificielle, mais en même temps que il y avait beaucoup de manipulation à ce moment-là. Donc, pour justement intégrer les jeunes plus facilement là, à cette activité-là. Donc, c'était un beau mix entre, oui, manipulation, oui, programmation, puis en même temps, ben c'était un amorce aussi là, vers l'intelligence artificielle. Là. Fait que c'est un peu comme ça que ça s'est créé, là, cette idée-là. Là. Est-ce qu'il y avait des amateurs de domotique dans vos propres domiciles à l'intérieur de ceux qui ont conceptualisé le projet?
On ne peut pas nier. Isabelle, c'était notre Madame Gadget au bureau, donc elle aime bien ça. Donc, c'était sûr que pour elle, c'était une bonne source d'idées. Madame Turcotte? Oui, merci. Pardonnez ma voix, je suis très enrhumée. En fait, je me demandais, en complément à la question d'Audrey, puis vous l'avez effleuré un petit peu, mais je me demandais comment les enseignants réagissaient à ce thème-là. Parce que vous l'avez dit, ça ne fait pas partie du programme IA, pas même la programmation et la robotique d'ailleurs. Donc, comment c'était perçu? Nous, on est en questionnement, l'association, à ce sujet-là. On est bien conscient qu'il faut préparer les jeunes à un avenir avec l'IA. Donc, comment vous avez fait? Je voudrais savoir comment les enseignants ont réagi à cette nouvelle, pas matière-là, mais ces nouveaux concepts-là que vous leur proposez d'aborder en classe. Les groupes où on a testé l'activité, c'est des groupes dans des programmes de sciences dans les différentes écoles secondaires. Fait que c'est sûr qu'ils ont un peu plus de temps puis ils cherchent à aller un peu plus loin dans un peu tous les domaines sciences et technologies. À Chavigny, entre autres, c'était les élèves de secondaire 2 qui avaient fait une activité d'intelligence artificielle en secondaire 1. Donc, l'enseignante, dès qu'on leur a demandé d'être partenaire, tout de suite, elle a levé la main parce qu'elle dit on travaille justement avec des microbits, on a fait une activité, mais elle dit je sais pas quoi faire pour aller plus loin. Puis, fait qu'elle dit c'est parfait. Ta proposition arrive vraiment à point, puis ça vient répondre à un de mes besoins. Au niveau des autres écoles, c'est l'intérêt, c'est l'engouement par rapport à la thématique. C'est sûr que les enseignants ne s'en servent pas comme une situation d'évaluation ou ne vont pas miser là-dessus. Là, c'est plus un complément, mais c'est plus l'intérêt que ça suscite, puis de pouvoir essayer d'aller chercher les jeunes aussi dans quelque chose de nouveau, puis de vraiment techno et de très actuel. Là. Isa, tes voix aussi en classe, c'est quoi la perception, la réaction des enseignants? C'est sûr que les enseignants ils aiment toujours l'activité qu'on vient présenter. C'est sûr que j'ai beaucoup d'activités que je présente. Fait que, l'intelligence artificielle par rapport à un autre projet qui serait plus la robotique, il y a toujours une petite inquiétude de moi, je serais pas capable de présenter cette activité-là, de faire cette activité-là, que ce soit avec de la robotique ou avec l'intelligence artificielle. Fait que c'est souvent comme un atout de plus là, qu'on vienne justement là, les aider par rapport à ça. Parce que souvent, ils ont une petite crainte par rapport à l'utilisation du matériel puis du temps qu'il faut y mettre justement là, pour mieux comprendre comment ça fonctionne, pouvoir justement l'expliquer aux jeunes. Fait que c'est vraiment plus de ce côté-là que des fois, il y a une petite crainte, mais ils sont tout le temps très appréciants là, de l'activité puis de ce que ça apporte aux jeunes aussi là, en même temps. Mais souvent, ça vient démystifier aussi le fait que, oui. Oh mon Dieu, c'est compliqué, ça va être lourd, ça va être long. Ils voient que finalement, les élèves embarquent là-dedans, puis on parlait du langage Python tantôt. Pour eux, c'est pas quelque chose d'effrayant ou souvent, c'est l'enseignant qui a plus la réticence. Fait que le fait de le voir, souvent, ça les conforte, puis ils sont portés à vouloir en refaire ou soit par eux-mêmes ou encore à faire appel à nous ou à d'autres services pour revivre des expériences de la sorte. Effectivement. Julia? Merci. En tant qu'animatrice, je n'ai pas levé la main, comme tout le monde. Lever ta vraie main. Lève ma vraie main. Du coup, par rapport à la question de Camille qui pose la question des enseignants, je vous demanderais par rapport aux enfants, comment est-ce qu'ils réagissent? Et moi j'ai un point de vue un peu d'architecte et d'urbaniste, est-ce qu'ils apprécient la maison? Est-ce qu'ils vous disent « Ah, j'aimerais bien vivre dans cette maison-là » Est-ce qu'il y a ce genre de réaction ou au contraire, c'est un peu repoussant comment ils réagissent de leur côté? Non, souvent, c'est très attrayant. Il y en a qui font des liens avec des équipements qu'ils peuvent avoir déjà à la maison, puis ils voient ce qui pourrait se faire aussi pour aller encore plus loin ou pour automatiser d'autres contrôles. Puis dans quel but on le fait? On le fait pas juste pour être cool ou mais dans une optique d'économiser, de diminuer notre consommation. Donc, ça vient rendre concret un peu tout ce qui
qu'ils peuvent avoir connu ou abordé, mais justement de façon plus concrète avec la maquette. Lisa, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, je pense que tu as vraiment tout dit là, par rapport à l'interaction que les jeunes peuvent avoir avec la maison, justement, là, avec ce qu'ils connaissent déjà chez eux ou ce qu'ils aimeraient avoir justement chez eux. Là. J'ai vu de quoi qui ressemblait à ça là, sur Internet. Ah, j'aurais pu l'avoir moi aussi à la maison, puis c'est le même que ça marche. Fait que, c'est souvent intéressant pour eux là, d'avoir un autre vision là, sur les gadgets qu'on pourrait avoir justement à la maison. Là. Merci. Audrey? Oui, bien, moi, ce que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est que je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le nouveau programme des sciences de la nature au Cégep, là, celui qui va être intégré en 2024, il y a un cours d'informatique obligatoire, puis les jeunes vont aussi être amenés à faire de la programmation. Donc, j'ai l'impression que ça va mettre de la pression pour que ça descende au primaire puis au secondaire. J'ai hâte de voir, là, mais je suis curieuse. Puis je pense que vous allez être assez précurseur puis avant-gardiste là-dedans, là, dans le sens où je pense qu'on va le voir apparaître tranquillement. Ma question, c'est est-ce que vous autres ou les jeunes discutent aussi des questions de surveillance ou du risque de piratage, ce genre de choses-là, ou ça les fatigue pas vraiment ou ils ne voient pas vraiment ces particularités-là? Je pense pas que ce soit nommé réellement. Ils sont moins axés sur la sécurité. Pour eux, les données, souvent, ils s'en rendent pas compte qu'on donne tellement d'informations là, juste en acceptant pour pouvoir jouer à leur petit jeu, là, par exemple. Fait au niveau de la sécurité qui est autour de toute cette programmation-là, je pense pas qu'ils sont encore rendus à l'étape de concevoir tout ce que ça a comme impact là, encore. Là. Monsieur Grimard? Bonjour. Est-ce que c'est juste pédagogique ou ça va jusqu'à y a un examen à la fin de l'année? Puis, Non, c'est une activité pédagogique qui se réalise sur les 2 périodes. Nous, on visite dans le fond la classe. Isabelle part, par exemple, avec les maquettes, elle se rend en classe, elle fait l'activité, elle revient, puis c'est terminé. À moins que l'enseignant, lui, décide d'aller plus loin ou d'en faire un mini-quiz ou... mais il n'y a pas... Future option. Future mettons, option. Au lieu d'être option hors dramatique, ça va être option... Bien, il y a déjà il y a des programmes de sciences. De plus en plus, on intègre sciences et techno, sciences et robotique. Ça s'en vient, ça commence à poindre dans certaines écoles. Puis comme Audrey le disait, c'est inévitable que va falloir que ça se développe parce que dans tout ce qui s'en vient dans le futur, il y aura de la techno, il y aura de la programmation. Donc, nous, c'est ce qu'on essaie de susciter comme initiation, comme intérêt, comme sensibilisation, de leur dire c'est là, ça existe, soyez conscients de ce qui vous entoure. Puis essayer d'outiller les jeunes le plus possible pour développer leur intérêt, puis essayer de voir s'il n'y aurait pas justement le goût de s'en aller dans un domaine connexe où ils pourraient y faire leur parcours de formation et peut-être même leur carrière. Merci. Merci à vous. Loïc? Ce que je comprends dans l'enchaînement des défis, c'est que finalement, ça démarre avec des notions de programmation très simples, par exemple des règles si alors, et petit à petit, on s'en va vers l'intelligence artificielle et vous avez parlé d'apprentissage machine. Est-ce que il se passe quelque chose au niveau des élèves quand on passe vraiment des règles qui étaient entièrement conçues à l'avance et au moment où la machine commence à apprendre par elle-même et à proposer des fonctionnements qui n'étaient pas prévus avant? Comment ils réagissent à ce moment-là finalement? Mais dans le fond, c'est quelque chose qu'on leur présente, qu'on aborde, mais dans le cadre de l'activité, on n'a pas le temps d'accumuler les données pour pouvoir leur faire voir ce que ça pourrait faire. On en parle, mais ils n'ont pas le temps de le constater. Ça pourrait être une belle phase 2, Isabelle. Oui, effectivement. Une belle phase 2 du projet de pouvoir aller plus loin là-dessus. J'en aurais une deuxième. Bien sûr. J'ai levé un sourcil quand vous avez dit que vous étiez que 8 au niveau de technosciences. Eh oui. Est-ce que ce genre d'activité, c'est envisageable pour un enseignant de la faire en autonomie?
que Technosciences fournisse des références pédagogiques, le matériel, et qu'ensuite, est-ce que ça serait envisageable que des enseignants arrivent à se débrouiller un petit peu tout seuls, ou est-ce que finalement, la préparation serait vraiment trop lourde et dans ce cas-ci, je pense que ce serait quand même assez lourd parce qu'il y a beaucoup d'éléments techniques de manipulation, de maquettes, de branchement, de logiciels, de téléchargement et tout. Mais on a fait certains projets, par contre, où le but, c'est d'outiller. On l'a fait en collaboration avec un centre de services, avec un groupe d'enseignants qui ont participé avec nous. On a fait des chantiers de travail, puis on a développé des activités. C'était à ce moment-là avec les Lego Mindstorm EV3. Puis après ça, on a construit tout le matériel, on leur a légué ça pour qu'eux, après, puissent, parce qu'ils avaient acquis beaucoup d'équipements, mais ils ne savaient pas trop quoi en faire. Donc, après ça, nous, on a construit du matériel, on leur a légué ça pour qu'eux puissent l'utiliser après. Les enseignants qui avaient participé au chantier de travail pouvaient former leurs collègues, puis faire rouler ça à travers le centre de service. Donc, ça, c'est un autre concept de projet là, qu'on a déjà fait pour outiller les enseignants puis qu'ils soient autonomes eux-mêmes à réaliser des activités en classe parce qu'il y a certains équipements qui sont disponibles dans les écoles. OK, merci. Mais dans ce cas-ci, je pense que ce serait un peu complexe comme préparation et... Pardon Valérie, mais pour respecter le temps, on va prendre encore la question de M. Noura, mais peut-être encore deux dernières questions, on va dire, pour respecter, maîtriser notre séminaire. Merci. Tout d'abord, merci pour la présentation, c'était vraiment intéressant. J'avais une question simplement sur le feedback. Donc, après les ateliers, le feedback des étudiants, est-ce qu'il y en a un sous forme de sondage ou comment ça se passe pour voir l'activité de sensibilisation, quel impact elle a eu? Est-ce qu'il y a des sondages pour voir leur intérêt ou... Bien, on en fait un à l'enseignant, donc qui nous témoigne un peu de son appréciation de ce que ça lui a permis d'observer chez ses élèves. Ça pourrait être intéressant de le refaire à plus long terme pour voir est-ce que réellement ça a eu de l'impact. Ça, je vous avoue que ce n'est pas mesuré. Là, ça n'a pas été fait dans le cadre du projet. Mais on fait un sondage d'après post-activité là, pour valider justement l'appréciation, s'il y a eu un changement au niveau des connaissances avant-après, des compétences avant-après, mais c'est sur du très court terme. C'est bon, je ne vois plus de main levée. Une dernière question, réaction? Peut-être Pierre, comme vous avez participé au projet, vous avez peut-être une réaction ou un complément? Ben, est-ce que les jeunes, quand ils participent au projet, ils sont curieux de voir des exemples qui sont déployés peut-être dans des exemples concrets de maisons d'habitation modernes? Est-ce qu'ils sont curieux d'aussi voir cette transposition-là? Parce qu'ils le voient sur une maquette, mais j'imagine dans la présentation, vous avez peut-être des photos, des exemples, des vidéos qui illustrent des cas concrets de domotique bien implantés dans des habitations. Non, je vous avoue que c'est pas... puis ça va super vite là, quand on le présente en classe. Ouais. On n'a pas souvent l'occasion déjà d'accomplir ce qu'on veut faire. C'est souvent un défi là, de le faire dans le temps prévu. Mais effectivement, de pouvoir montrer des exemples concrets, ça pourrait être une excellente idée. Merci de la suggestion. On l'a fait un peu, le dernier groupe qu'on a testé, c'est au camp d'été. On a un camp d'été pour les ados, un camp Génitruc justement à l'UQTR. Puis eux ont eu l'occasion de vivre toutes les activités sur une semaine qu'on a fait sur la thématique de l'intelligence artificielle. Donc avec eux, on a pu prendre plus vraiment le temps de vivre chacun des défis. Puis donc là, je sais que les animateurs allaient fouiller des vidéos pour justement montrer des exemples. Mais tu sais, c'était un cas parmi tous les autres. Puis c'était le contexte qui le permettait aussi. Mais en contexte scolaire, ça n'a pas pu avoir lieu, malheureusement. Bon, merci à tous. S'il n'y a pas d'autres questions ou
remarques, on peut peut-être clôturer ce séminaire et vous remercier tous d'avoir participé ce soir à cette présentation. Merci beaucoup. Merci pour votre présence, pour vos commentaires. C'était un plaisir. Très apprécié. Merci à vous. C'était vraiment Merci pour vos très questions. intéressant. Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Julia et le comité. Merci pour l'invitation. Ça a été un plaisir. Au plaisir de vous revoir. Il y aura d'autres activités la semaine prochaine aussi autour de jeux, de recharge de voitures électriques, puis de jeux de gestion de systèmes énergétiques. Bref, revenez nous voir la semaine prochaine. Il y a encore d'autres activités. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup, Valérie. Merci, Isabelle. Rien. Merci à vous. Bonne fin de journée. Bye bye. Bonne soirée. Bye.